Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Un nouveau numéro spécial, enfin un numéro unique consacré à Steven Spielberg et à son dernier film, donc Disclosure Day, sorti le 10 juin, il y a quelques jours, en France et en Belgique, mais même mondialement, me semble-t-il. Pour en parler, je suis accompagné de Julien Rombaud. Julien, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et de Manuel As. Salut Manu. Salut les gars. Alors, nous parlerons donc de Disclosure Day et ensuite on dira quelques mots des deux petites sensations horrifiques du moment. Donc, Obsession de Curry Barker et Backrooms de Ken Parson, que Manu a eu la chance de voir en projection de presse, et donc il va nous dévoiler son avis sur la sensation du moment. Une bonne émission, bien préparée ou moyennement préparée, commence par un bon quiz, et donc nous allons lancer tout de suite Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Alors, si vous jouez aux jeux de société, vous savez que les jeux compétitifs ne sont plus trop à la mode, et c'est beaucoup plus les jeux collaboratifs qui ont damé le pion aujourd'hui. Donc, oulala, quelle métaphore filée. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs questions et je propose que vous fassiez plutôt équipe. Parmi ces films de Steven Spielberg, lequel n'est pas scénarisé par David Koepp? Jurassic Park, Minority Report, War of the Worlds ou Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal? Minority Report. C'est une bonne réponse, Manu n'a pas besoin d'aide sur ce point-là, il le savait. Minority Report qui a été scénarisé par Scott Frank et John Cohen. Maintenant, vous allez vraiment collaborer puisque vous allez classer ces acteurs par ordre décroissant de nombre de collaborations avec Steven Spielberg. Harrison Ford, Tom Cruise, Tom Hanks et Richard Dreyfuss. Tom Un Hanks. spécialiste. Tom Hanks en premier, non? Bien, Après Harrison Ford. bien. Harrison Ford. Et quoi, il nous reste Dreyfus et qui? Dreyfus Et Tom Cruise. Tom Cruise, Dreyfus et Tom Cruise. Bravo, bravo, bravo. Donc Tom Magnifique. Hanks 5 fois, Harrison Ford 4 fois, Dreyfus 3 fois et Tom deux. Cruise 2 fois. Et dernière question. Pour être tout à fait juste, ça ferait presque 3 puisque Spielberg fait une petite apparition dans Vanilla Sky. Mon Dieu, je ne me rappelle plus du tout. Alors, vous allez chercher l'intrus. Rencontre du troisième type, E.T., AI, War of the Worlds ou Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal? Je dirais AI parce qu'il n'y a pas d'extraterrestres dans AI. Absolument, c'est une excellente réponse. Parce que on croit que ce sont des... Enfin, bref, à la fin, ce sont les mécas du futur et non pas des extraterrestres. Disclosure Day. Anyway, donc ça nous fait donc un superbe pont Spielbergien, peut-être un pont des espions. Les espions, ouais. Vers Disclosure Day, donc le 37e long métrage réalisé par Steven Spielberg qu'on ne présente plus. On vient de citer pas mal de films de sa filmo. C'est un scénario tiré d'une de ses idées originales mais qui a été développé par David Koepp. Son chef-op ici c'est toujours Janusz Kaminski, le même sur tous ses films depuis Schindler's List en 93. John Williams à 94 ans signe la musique et le montage est de Sarah Brescher. Michael Kahn, donc le monteur émérite de Steven Spielberg, est cité, mais il n'est pas plutôt comme consultant, comme appui. Ça fait depuis quelques films qu'il y avait un passage de relais déjà qui avait opéré, je pense, depuis peut-être Ready Player One ou même avant. Puisque Michael Kahn, lui, a 95 ans. Voilà, ils se font vieux un peu tous ces gens.
Alors, ce nouveau film est interprété par Josh O'Connor, un acteur britannique qu'on a vu dans Challengers de Luca Guadagnino, ou dans pas ce film, s'il te plaît. dans La Chimera de Alice Rohrwacher, ou dans Mastermind dernièrement de Kelly Reichardt. Il y a aussi Emily Blunt, qui est aussi britannique, qu'elle on a vu dans Looper, dans Sicario, dans Oppenheimer, ou dernièrement dans Smashing Machine, que nous avons chroniqué ici. Et dans A Quiet Place, que nous avions chroniqué. C'est vrai. Et même le 2 et je crois même le 3. Et il y a aussi encore un Britannique, Colin Firth, que lui, on l'a vu dans Valmont de Miloš Forman en 85, ou dans Le Discours d'un roi, pour lequel il a été oscarisé en 2010, ou encore dans Kingsman, le film préféré de Manu, en 2015. Voilà, ça raconte quoi ? Ce film, donc c'est l'histoire de Daniel Kellner, Josh O'Connor, qui est un ancien hacker qui a subtilisé des données ultra sensibles à l'agence Wardex pour laquelle il travaillait. Alors il se retrouve, lui et sa girlfriend Jane, poursuivis par le chef de Wardex, donc Noah, qui est interprété par Colin Firth et ses sbires. Pendant ce temps, à Kansas City, la présentatrice météo Margaret Fairchild est sujette à un comportement étrange. Elle parle des langues inconnues et semble deviner les pensées des personnes qu'elle regarde dans les yeux après une étrange rencontre avec un animal. Un peu comme Julien. Hein. Julien, il a fait une étrange rencontre avec un animal, oui. Plusieurs. Donc, bientôt, les destins de ces deux personnages seront liés dans un monde menacé par un nouveau conflit Est-Ouest. Alors, on a, je crois, une tablée, en scission, en dissension. On a un schisme au sein de Transmission ce soir. Donc, parole à l'accusation. Julien Rambaud, qu'as-tu pensé du film de Steven Spielberg, le 37e ? L'accusation, comme tu vas. Déjà, baisse les yeux. Hein. Bon, il convient de dire un tout petit mot en amont, c'est que je ne me considère pas du tout comme un spectateur de SF, ce à quoi Manu dira que ce n'est pas de la SF. Mais disons que j'ai du mal avec ce qui n'est pas réaliste, entre guillemets. Bon, en même temps, je dis ça et j'adore E.T. et j'adore Rencontre du troisième type, redécouvert cette semaine. Mais j'ai retrouvé ici ce que je n'aime pas dans certains Spielberg, c'est-à-dire une façon, je trouve, de chercher l'émotion. Quelqu'un qui appuie, c'est pas fait à la truelle, ça reste un grand réalisateur évidemment, mais quelqu'un qui a... J'avais adoré The Fabelmans par exemple, alors que je trouve qu'il y a les mêmes... on pourrait faire les mêmes griefs, l'accusation pourrait faire les mêmes griefs, mais The Fabelmans par son histoire, par la façon dont il englobe le cinéma, m'avait beaucoup plus plu. Ici, j'ai l'impression que souvent, il tire les larmes, et j'ai pas du tout aimé ça. Alors, il reste évidemment la mise en scène de Spielberg, qui est toujours inspirée, comme d'habitude, c'est un pléonasme, mais il y a une ouverture, il y a de la fermeture, il y a des courses-poursuites en bagnole, les scènes du train, etc. Il y a un sens du découpage qui est fabuleux. Ceci dit, je trouve effectivement qu'il y a une tendance à appuyer l'émotion et à être un petit peu moralisateur sur les bords. Par exemple, quand je dis certains Spielberg qui me plaisent pas, tu l'as cité vite fait, la liste de Schindler, je sais que c'est considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre. Moi, je trouve toujours qu'il y a une tendance à appuyer sur une corde sensible et une corde à nous faire pleurer. Il y a des séquences auxquelles je n'accroche pas du tout et qui sont pourtant un peu les séquences du film, je crois. Je vais la décrire comme ça, je vais essayer de pas trop spoiler. La séquence où, par exemple, elle découvre le passé, où elle découvre la personnalité, ce qui constitue un petit peu chacun des policiers qui essaient de l'arrêter, chacun des gardes qui essaient de l'arrêter. Vous voyez ou pas ? Quand elle s'échappe de chez Wardex. Elle s'échappe et effectivement, plusieurs personnes essaient de l'arrêter un à un et elle dit à chaque fois quelque chose qu'elle ne peut pas savoir, qu'elle ne pourrait pas savoir si elle n'avait pas ses dons. Voilà. Elle connecte émotionnellement. Voilà, c'est vraiment... après, je crois que ça tient à ce que j'ai dit en préambule, c'est-à-dire je suis pas client de ce genre de scène, mais moi j'y crois pas du tout. Et je trouve que ça frôle quand même le kitsch à plusieurs moments. Ensuite, j'étais un peu gêné par ce discours que je trouve, je disais moralisateur, que je trouve analytique, psychanalytique sur autour de la maison, de l'enfance, etc. Ça référence beaucoup à son cinéma à lui, à beaucoup de choses qu'il a pu faire avant, mais j'ai trouvé ça vraiment lourdingue.
sur des endroits, et en tout cas la musique qui vient souvent appuyer ces moments-là n'a pas aidé. Je trouve que c'est un film qui appuie sur la corde. En préambule et avant de passer la parole, je pourrais dire ça. Après, j'ai d'autres choses à explorer, mais je crois que c'est bien de vous laisser parler. Je vais juste préciser un truc, peut-être que dans une premier tour de table, on va pas évoquer peut-être ce qui se passe dans les 30 dernières minutes du film, et puis à un moment on dira qu'on parle de la fin, quoi, pour voilà, si jamais vous n'avez pas vu le film et que vous pensez y aller. Manu. Moi, je dois être plutôt client de cette lourdeur Spielbergienne, si j'en crois, puisque j'étais moi très ému par le film. J'y vois pas de mièvrerie ou ce que tu décrivais, parce que pour moi ça fait vraiment partie intégrante de cette idée qui est au cœur du film et que le film travaille à plusieurs niveaux, c'est-à-dire cette recherche d'empathie, de se connecter avec soi-même et aussi avec les autres, et c'est quelque chose que Spielberg travaille tout au long, notamment dans ces scènes d'affrontement où le personnage par exemple de Colin Firth se connecte d'une manière beaucoup plus perverse et intrusive aux autres. Donc tu as vraiment ces deux aspects pour moi qui sont en balance dans le film, cet aspect de connexion. Donc pour moi, dans la scène dont tu parles avec Emily Blunt, c'est tout à fait logique, ça fait sens en fait qu'il n'y ait pas de confrontation, parce qu'en fait elle est en empathie totale avec ces gens-là. Elle agit un peu comme leur voix intérieure, c'est comme si tous ces personnages se reconnectaient avec une partie d'eux-mêmes qu'ils avaient eux-mêmes oubliée. Donc ça fait sens avec tout ce que, pour moi, met en place le film, par opposition justement à la manière dont procède le personnage de Colin Firth, mais aussi avec cette scène de reconstruction de la maison familiale, de retour à la maison, qui est quelque chose qui est très présent dans le cinéma de Spielberg. Et c'est là où c'est aussi assez amusant de remarquer, tu en parlais tout à l'heure, c'est un film qui fait écho, et en tout cas beaucoup écho à The Fabelman, avec notamment cette maison qui est reconstruite comme un décor de cinéma. Et moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que The Fabelman était un film qui se terminait autour d'un échange entre le jeune Spielberg et John Ford, qui était incarné par David Lynch, et de voir que justement Disclosure Day emprunte le sillon d'un film qui est aussi matriciel pour ces deux cinéastes, qui est Le Magicien d'Oz, là où Lynch avait beaucoup plus exploré la bizarrerie, le surréalisme, le cauchemar qui était en fait lié au monde d'Oz, avec une vision un peu tordue de l'Amérique. Et là où Spielberg fait un peu, ou a toujours fait un peu le chemin inverse, en investissant ses banlieues avec cette maison qui est recréée, cette maison matricielle du personnage principal qui est incarné par Emily Blunt, pour revenir à cet état un peu d'innocence lié à l'enfance, cet état en fait où tu es en empathie avec le monde avant que tu te retrouves projeté dans un monde beaucoup plus complexe, où on t'amène justement à réfréner ce genre d'émotions. Et de tous les films de Spielberg, je pense que Disclosure Day, c'est celui qui se rapproche le plus du Magicien d'Oz dans sa structure. Comme dans Le Magicien d'Oz, ça se passe au Kansas, qui est l'état central des États-Unis. Comme dans Le Magicien d'Oz, il n'est pas question de tempête, mais petit clin d'œil amusant, le personnage d'Emily Blunt incarne une présentatrice météo. Ce Magicien d'Oz un peu effrayant qui pourrait être incarné par Colin Firth de la même manière que dans Le Magicien d'Oz. Une fois que tu tires le rideau, tu es face à un homme en fait assez ordinaire. Et donc voilà, je pense que c'est toute cette ossature-là de conte qui permet au film de garder toute cette cohérence malgré tous les chemins de traverse que le film emprunte, et qui quelquefois un peu t'amène à te poser la question de où tout cela va te mener, parce que justement le film délaie beaucoup le moment du disclosure, le moment de la révélation et de la forme même qu'elle va prendre. Et comme souvent chez Spielberg, le film est truffé de symboles que tu es amené en fait à déchiffrer à rebours, souvent assez loin même de l'imagerie première qui véhicule, notamment tout ce qui tourne autour de la religion, l'utilisation de la croix, et notamment la manière dont Spielberg l'utilise dans les affrontements entre le personnage de Colin Firth et celui de la petite amie de Josh O'Connor. Après, je pense que le film est malheureusement assez mal vendu, parce qu'il est vendu un peu comme un thriller d'action, ce qu'il n'est pas vraiment, parce que même si tu as 2 ou 3 scènes d'action qui sont assez réjouissantes, elles représentent une portion assez congrue du film. Je veux dire, je pense que sur les 2h15 ou 2h25 du film, ça doit représenter 15 minutes en tout et pour tout. Mais voilà, moi j'étais en tout cas extrêmement séduit par le film. Pour le coup, Spielberg est pas forcément un cinéaste qui arrive à me tirer les larmes, mais à la fin du film, là j'étais à genoux. Donc voilà, je comprends tout à fait que tu puisses être un peu imperméable à tout ça, d'autant plus si tu rentres pas dans le film dès le début, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas son film le plus évident, mais pour moi, ça fonctionne en tout cas du début à la fin.
Mais bon, voilà, je vais peut-être arrêter de monopoliser la parole pour laisser peut-être parler un peu Olivier sur le film. Ok, vous voulez mon avis? Qu'est-ce que t'en as pensé, Olivier? Ben, écoutez, moi je suis, enfin voilà, bon, je peux pas nier. Je pense que le film dure quand même 2 heures, plus de 2h30 à mon avis. 2h25, je pense. Bref, moi j'étais, enfin voilà, j'ai passé un super moment. J'étais vraiment accroché tout au long du film. On sent que c'est un film qui est complexe parce qu'il y a énormément de symboles qui sont charriés. Donc ça parle de religion, ça parle de vérité, de cette ère de post-vérité. Ça parle des États-Unis, vraiment très fort. Ça parle du cinéma de Spielberg aussi. Ça parle du cinéma en général aussi, de la manière de faire communion aussi autour d'un objet. De polarisation et de qu'est-ce que, enfin voilà, et de. Parce que justement, je t'arrête. J'ai entendu beaucoup de critiques, notamment sur le fait très désuet en fait que la révélation se passe dans un studio de télévision, tu vois, on te disait mais aujourd'hui c'est entre guillemets le mec il l'envoie sur son téléphone, c'est fait. Mais je pense que là aussi il y a un aspect très symbolique. Spielberg est un grand défenseur de la salle, etc., de l'idée qu'on fait communion dans une salle, et ça rejoint le parcours du film au niveau de l'empathie, etc., et que je pense qu'effectivement ça peut paraître désuet si tu as une lecture premier degré vis-à-vis de ça, mais je pense que ce studio de télévision où tout le monde se réunit, c'est un peu l'équivalent de la salle de cinéma, et c'est ça à mon avis qui se passe dans la toute fin du film, quoi. Enfin, voilà, en tout cas, tout ça pour dire que moi j'entends beaucoup d'exégèses autour du film depuis quelque temps, et que comme je l'ai vu qu'une seule fois, j'ai pas encore vraiment une vision claire sur tout ce que le film essaye de me raconter ou de me dire, de me parler d'aujourd'hui. Mais enfin voilà, en tout cas c'est clair que Steven Spielberg a une sorte d'agenda. Mais pour parler simplement du film, je trouve quand même qu'il y a certaines séquences, notamment on en a déjà parlé, touché un mot, mais la séquence du train, bêtement, ou la course-poursuite voilà, avec les bagnoles au début, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant impliqué émotionnellement dans une scène d'action. Et pourtant, j'avais pas un feeling de dingue avec les deux personnages. Enfin, je trouve que le personnage d'Emily Blunt est beaucoup mieux dessiné, beaucoup mieux fourni que le personnage de Josh O'Connor, qui me semble être un peu... Enfin, où je cherche un petit peu ce qui va me... Enfin, ses failles ou son histoire ou quelque chose qui va m'accrocher à lui, que j'ai beaucoup plus tard, en fait, dans le film. Malheureusement, je trouve qu'il y a un truc qui est pas bien, peut-être, dosé autour de ce personnage-là. Mais en tout cas, à ce moment-là du film... Sur le personnage d'Emily Blunt, j'étais vraiment avec elle, j'étais vraiment avec les personnages, et du coup j'ai ressenti cette scène d'action, vraiment le suspense, vraiment le truc accroché à mon siège, etc. Alors que ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé, et donc rien que pour ça, j'étais content d'être là, quoi. D'autre part, moi j'ai apprécié que le film commence directement dans l'action. Enfin, je veux dire, on est déjà très loin dans l'action quand le film commence. Il faut quand même peut-être juste décrire ce qu'est le premier plan du film. C'est un plan du film où tu te fais défoncer la gueule, t'es au sol avec un catcheur qui t'écrase la gueule et qui va faire quand même écho au tout dernier plan du film, qui est justement tout l'inverse. Et donc je pense tout le trajet que fait le film, de ce premier plan au dernier plan du film, porte aussi toute la proposition de Spielberg sur le qui serait le début, tiens, je t'en mets plein la tronche constamment jusqu'à... pose-toi. Et surtout qu'en plus, à ce moment-là, la caméra est vraiment assimilée au spectateur, parce qu'on est à terre. Oui, tout à fait. Le catcheur prend la caméra, la soulève, donc on est vraiment dans ce point de vue de caméra. Manu soulève son micro en même temps. Je suis un peu latin, merde, je suis du Sud. Voilà. J'ai entendu aussi pas mal de gens se plaindre du scénario qui serait surexplicatif, des dialogues surexplicatifs, etc. J'allais en dire un mot après, moi. Bah, moi, j'ai vraiment pas été gêné par ça. Je trouve au contraire que pas mal de trucs passent dans l'action. Tout ce qui est par rapport à la technologie extraterrestre, etc., je trouve que ça passe vraiment dans l'action, même si tu le questionnes un peu, mais en même temps, ça va, tu admets le truc. Après, dernier gros point positif, je trouve que Spielberg, notamment tout ce qui tourne autour du personnage d'Emily Blunt, surtout au début, il a une manière, avec sa caméra, de transmettre l'état émotionnel de son personnage qui est juste incroyable, quoi, qui est juste dingue. Les 2 premières scènes avec Emily Blunt, que ce soit la scène où elle discute avec son compagnon autour d'un paquet de céréales, je la trouve vraiment super chouette, parce que le personnage, voilà, existe d'un coup, il s'échappe tout le temps, et c'est ce que c'est ce que le film raconte sur ce personnage-là, qui est jamais bien, qui est jamais stable, etc., et qui attend que quelque chose quelque part lui tombe dessus. Et puis ensuite, il y a ce moment où elle arrive à la télé, où ça se voit pas. C'est là où on reconnaît les grands, c'est qu'il y a un plan Steadicam qui doit durer à peu près, je sais pas, 6-7 minutes, 8 minutes, et tu le ressens, ça te donne l'émotion du personnage, ça te met dans son urgence, ça te met dans son questionnement, mais c'est pas
pend dans ta face, quoi. C'est juste son style, l'option qu'il prend de découpage qui te transmet cet état émotionnel, et c'est quand même super fort de sa part. Après, voilà, j'ai d'autres choses, mais je vois que Julien trépigne sur sa chaise. En fait, c'est toujours la question, merde, est-ce qu'on interrompt pendant ou est-ce qu'on... C'est bien quand la parole tourne, Julien. Après, tout à coup, t'as 10 trucs à dire, mais non. Je trouve aussi que cette scène, à l'arrivée au journal, la météo est fabuleuse. Vraiment, elle est fabuleuse. Après, moi, ça reste où il y a un moment donné où, quand elle commence à bugger, j'y crois pas. Mais ça, je crois que ça tient encore à ce que je disais au début. Par contre, tu vois, les premiers red flags que j'ai eu sur le côté kitsch, c'est déjà en général les scènes des animaux. Mais alors, l'oiseau qui débarque dans la première scène d'Emily Blunt, quand elle parle avec son mec, cet oiseau rouge qui débarque, c'est là où je me dis, c'est là que je trouve que c'est appuyé. La façon dont il regarde l'oiseau, la musique qui monte. Et il y a déjà un truc qui a l'air de me dire, regarde comme cette scène va être importante et regarde comme cette scène va être un élément déclencheur pour le personnage. Après, ça l'est. Oui, ça l'est, mais je trouve ça appuyé, je sais pas comment le dire autrement. Je comprends ce que tu veux dire. Ce que disait Manu sur l'empathie. C'est quoi clairement sur c'est juste la séquence avec l'oiseau ou c'est les animaux en général, la manière dont ils sont représentés, c'est quoi, juste pour cerner, hein, Julien? Je crois aussi que ça se mêle visuellement. Je crois pas du tout à cet oiseau visuellement. Enfin, je trouve qu'il y a des coutures qui sont un peu apparentes comme ça. Après, moi, je me suis posé la question. J'ai eu ça avec le renard aussi, un peu moins avec les cerfs. Oui, mais il y a ça, effectivement. Après, mais il y a quand même. Le film te propose quand même une lecture de ça, à mon sens. C'est que justement, ils prennent une forme d'animaux. Ce ne sont pas des animaux que tu vois. Comme à la fin, comme à la fin d'Aïe, t'as pas des extraterrestres, c'est pas des animaux là. Et donc il y a cette logique aussi, je pense, de factice, parce que qu'on ne me fasse pas croire qu'un film, je sais pas quel est le budget du film, etc. Il est généralement, je sais pas si c'est ILM qui bosse, etc. Mais généralement, les effets spéciaux chez Spielberg sont... Sache pas envoyer un putain d'oiseau, quoi. Donc voilà, donc je pense cet effet un peu d'Uncanny Valley, ou à la limite, c'est pas hyper flagrant, mais tu sens qu'il y a quelque chose un petit peu de bizarre qui se passe avec l'apparition de ces personnages, peut-être leur raideur, la manière dont peut-être les poils sont travaillés, etc. Mais pour moi, ça fait partie aussi de ce que le film t'amène, qui t'a dit amener des défauts peut-être qui apparaissent pour quelqu'un comme un certain défaut technique, mais je pense qu'il y a de la narration en fait derrière tout ça. T'as raison, mais par contre je vais préciser pourquoi effectivement ça me gêne, parce que visuellement, je l'ai dit, mais je crois qu'effectivement t'as marqué un point, je vais essayer de faire pareil. Tu me donnes des points maintenant, c'est ça? Non, t'en as marqué un, c'est objectif. Non, par contre ce que je veux dire, c'est que c'est fait les comptes à la fin. C'est dans le traitement des personnages, c'est dans le jeu des personnages aussi que je trouve que tout à coup, la manière dont ils regardent l'oiseau, dans le jeu de Colin Firth que j'avais pas reconnu dans le film, mais on s'en fout. Non, mais je suis d'accord avec toi, je l'ai pas reconnu, parce que en plus c'est pas un acteur que j'aime beaucoup, mais là moi c'est plutôt un acteur que j'aime bien, mais je l'ai trouvé assez caricatural aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que les scènes sont tellement difficiles à jouer, de par ce qu'on leur demande de croire. Tu t'en as parlé, les scènes où il tient... j'ai peur de spoiler après, mais... Ils ont une espèce de pod, une espèce de pod qui tiennent, qui apparemment est un truc d'une technologie, hérédité d'une technologie extraterrestre, qui est à la fois une arme et qui leur permet aussi de connecter avec des gens à distance. Voilà, j'allais dire, ça lui permet donc à distance d'être dans la même pièce que quelqu'un qui n'est pas là, enfin de se projeter dans une espèce de ton d'ubiquité. Il y a un côté où, comment on appelle ça, body swap, c'est-à-dire que l'esprit rentre dans le corps de quelqu'un d'autre. En tout cas, toutes les crises de fureur qu'il a jouées, tout ce côté... En fait, vraiment, il y a des aspects du jeu où je trouvais ça too much tout le temps, trop incarné, trop inspiré comme ça. Ouais, mais t'es pas dans un logique d'un film qui a un registre de jeu naturaliste. Non, c'est clair, mais c'est vrai que ça me gêne. En tout cas, quand tu parlais d'empathie et de l'aspect conte, moi, je pense souvent à une phrase de Pitié qui dit le spectateur accepte tout du moment que émotionnellement t'es impliqué. Et comme je ne le suis pas, forcément, il y a des choses où je rentre, comme tu dis, je suis pas client du tout de ça. Et pardon, je vais rajouter juste ça sur le scénario. Effectivement, c'est pas que je l'ai trouvé surexplicatif, moi, c'est qu'il y a un aspect où j'ai l'impression que ça traite de beaucoup de choses et que ça fait beaucoup de détours finalement pour, comme tu disais, délayer et arriver à une scène qui émotionnellement fonctionne. Mais avant ça, il y a beaucoup de carrefours, de chemins de traverse, de détours qui font que j'ai l'impression que ça n'avance pas, ça refuse un peu l'obstacle. Moi, je l'ai pas reçu comme ça. Moi, je l'ai plutôt senti comme une espèce de construction en convergence comme ça, puisque tu as 3 personnages principaux, donc O'Connor,
même voire Même O'Connor, la 4, copine, voire 4, qui progressivement quand même ont des trajectoires qui vont se rejoindre. Moi, franchement, j'ai pas ressenti un effet chemin de traverse. Vraiment, j'ai trouvé que c'est pas un scénario qui file droit, c'est un scénario qui a une construction relativement artificielle et complexe. Mais moi, j'ai pas ressenti cet effet chemin de traverse en tout cas. Et j'ai pas ressenti qu'il y avait beaucoup de choses en trop. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de symboles, comme j'ai déjà dit. Moi, j'ai trouvé ça parfois confus, en fait, je t'avoue. C'est vrai que moi, j'étais plus sur la vérité que sur la question de la vérité que sur la question de l'empathie, sur comment est-ce qu'on deal avec l'arrivée d'une vérité, est-ce qu'on peut faire confiance à une population autour de... Est-ce qu'ils peuvent encaisser la vérité ? Est-ce que ça va pas déconstruire trop de choses ? Est-ce qu'on les protège en leur cachant des choses ? Moi, j'étais plus sur cette lecture-là de prime abord. Oui, et tu as plusieurs lectures et plusieurs échelles. Tu as l'échelle macro et puis tu as l'échelle intime, tu vois, des personnages. Tu peux pas t'empêcher, juste d'autant plus après Fabelman, de voir dans la réunion, entre guillemets, de ces deux personnages, à la fois ce mec qui est un boss des mathématiques, comme l'était le père de Spielberg, cette femme qui est un peu évanescente et qui attend d'être là, tout d'un coup, au bon moment, qui est vraiment ce que tu peux voir de sa mère dans The Fabelman. Donc, tu sens que c'est un film qui procède à différentes strates, d'où l'aspect, moi, qui est peut-être embarrassant pour justement en parler ce soir, mais que c'est un film qui me paraît très dense. Il y a certains symboles que je sens décryptés, etc. Mais le film me dépasse largement. C'est ça aussi que je trouve hyper satisfaisant, parce que je sens que c'est un film qui est plus grand que moi, en fait. Ce qui n'est pas souvent le cas au cinéma, quoi. Après, je voulais soulever peut-être un dernier point au ras des pâquerettes, mais qui, moi, m'empêche... Enfin, moi, j'ai pas été ému par le film, clairement. Je trouve que John Williams, il est un peu en dessous. Enfin, voilà, qu'il n'arrive pas du tout à renouer avec sa grande époque. Mais et un truc qui m'a un peu gêné, mais ensuite, finalement, je me l'explique, c'est tout ce recours à l'imaginaire qui est lié à Roswell, en gros, que moi, je trouve vraiment un peu cheap, un peu éculé. Mais là, je pense que c'est très volontaire. Oui, mais attends 2 secondes. Qui me semble un truc très attendu, très, très vieillot, etc. Après, comme le film est tellement ancré en Amérique, c'est vraiment tellement un film profondément américain que je crois que c'est volontaire en fait, et que ça joue justement sur ces symboles-là pour ce que ça charrie de l'autre côté de l'Atlantique. Pareil avec les crop circles, tu vois. Mais même chez nous, je pense, cette imagerie-là, on l'a eu nous aussi, même si l'ufologie est très marquée aux États-Unis, parce qu'ils ont aussi tout un registre de fiction qui a traité de ça, etc. Spielberg a grandi avec ce genre de film-là, a grandi avec cette passion-là aussi. Donc il y a une iconographie, entre guillemets, qui est très datée. C'est presque l'iconographie originelle de la manière dont on a représenté, tu vois, les extraterrestres. Mais je pense que c'est volontaire pour justement que tu ailles au-delà, parce que tu peux avoir une lecture beaucoup plus polysémique de ce que sont les aliens, de ce que tu vois à ce moment-là, de ce que la révélation, entre guillemets, cette divulgation de documents, aujourd'hui, elle peut prendre plein de formes. Je veux dire, effectivement, il y a eu la divulgation sur des UFO, etc., il n'y a pas longtemps, mais ça te fait écho aussi à la divulgation sur Snowden et Epstein, etc. Ça fait toute cette idée de, selon quoi, au nom d'un certain bien commun, une certaine cohésion de la société, on fait le choix de dire... Oui, mais de ne pas laisser à la population l'accès à ce genre de choses-là. Je pense que il n'y a pas une seule lecture, à mon avis, à ce moment-là. C'est là où, à mon sens, le film est fort. C'est que tu peux t'arrêter à te dire, ça part en gros délire complotiste sur tous les délires sur l'ufologie, parce qu'au-delà de ça, il y a quand même des sectes qui se sont montées. Nous, on l'a connu avec l'autre taré de... Quoi il s'appelle Oui, Raël. L'autre taré de Raël, etc. Donc je veux dire, tu peux voir tout ce que la sphère complotiste a aussi charrié dans ce truc-là. Donc tu pourrais peut-être être mal à l'aise. Mais je pense que le film est beaucoup plus large. Il parle de quelque chose de beaucoup plus large que juste cet aspect-là. Mais bien sûr, bien sûr. Là-dessus, je ne te contredirai pas. Je te parle juste de l'imagerie. L'imagerie que ça charrie et me semble très... Enfin voilà, très daté, très éculé, ce truc de pod, de technologie extraterrestre, et même l'imagerie de Wardex, machin, je trouve que c'est pas hyper inspiré. Ce truc avec tous les écrans, ça rappelle vaguement Minority Report, ce truc de connexion avec les électrodes sur la tête, machin, enfin je sais pas, je trouve que c'est un imaginaire qui est quand même un peu... je vais vraiment au-delà de ça, mais je trouve ça
c'est pas très, ça m'emmène pas ailleurs, quoi. Tu vois. Oui, mais c'est en ça que je te disais, c'est pas tant un film de SF, parce que je pense que tout cet aspect-là est très, effectivement, peut-être déceptif, parce qu'en fait, c'est pas ce qui est vraiment développé. Et effectivement, ces éléments-là, il les a mieux traités dans Minority Report, dans Ready Player One, tu vois, avec toute cette même logique dans la manière dont le personnage se connecte dans Ready Player One, etc. C'est pas un film futuriste ou vraiment de SF en tant que tel, en fait. La preuve, la logique, ça se passerait aujourd'hui, en fait. On se projette. Non, mais je veux dire, Oui. la logique, c'est puisque vu que la logique, c'est qu'on t'a caché des choses, d'une certaine manière, ces choses-là pourraient se passer dans le temps présent. Le film, en termes de bagnole, en termes de design, de tout ce qui se passe, on est dans l'Amérique actuelle, quoi, tu vois. Oui. Simplement, pour ajouter ma petite pierre à l'édifice, je dirais que moi, c'est pas tant visuellement que j'ai ressenti cette espèce de kitsch que j'ai nommé, c'est plutôt narrativement ou dans son côté, je veux dire, moraliste, pour ne pas dire moralisateur, qui est un peu péjoratif, mais c'est ce qui a trait vraiment à ce côté... allez, c'est pas un gros mot, mais beau sentiment, quoi, en fait. Qui consiste un peu, j'ai l'impression, à appuyer, de dire accepte ton passé pour pouvoir vivre ton futur. C'est une phrase qui est pratiquement dite comme ça au moment de la maison d'enfance. C'est là que je trouve ça un peu kitsch, en fait. Moi, je trouve pas que le film soit vraiment tellement sur les bons sentiments. Enfin, je vois ce qu'on veut dire quand on dit le bon sentiment Spielbergien, etc. Mais moi, je trouve pas que ce film-là en pâtisse spécialement. Non. Ça veut dire quoi, en fait, le bon sentiment dans une société où on est totalement cynique à tous les étages, de rappeler un petit peu des valeurs cardinales d'empathie, etc., d'écoute de l'autre. Excuse-moi, mais ça me fait un peu sourire d'entendre ça sur un Spielberg. J'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'on lui fait ce même genre d'écueil, quoi, tu vois, sur le bon sentiment spielbergien, ce côté sursentimental ou limite non, parce que gnangnan que reste le cinéma. Simpliste, peut-être. Mais c'est tout sauf simpliste aussi. Non, quand tu vois comment les gens interprètent les films de Spielberg, on parlait justement des gens qui voient des extraterrestres à la fin de AI, ou les gens qui pensent qu'il y a un happy end à la fin de la guerre des mondes, tu te dis, mais vous avez vu le film ? C'est cette assurance très forte, très appuyée de te dire, moi j'ai tout compris au film et ce film est quand même extrêmement simpliste, alors que c'est tout sauf le cas. Si t'as un tout petit peu d'humilité vis-à-vis du film, de te dire peut-être que le film est peut-être un tout petit peu plus grand que moi, j'ai un peu d'humilité vis-à-vis du film. Justement, moi mon avis est plutôt paradoxal par rapport à ça, parce que justement, je n'ai pas trouvé du tout. Olivier disait, certains ont dit que c'était trop facile ou trop explicatif. Ah non, moi je l'ai pas trouvé explicatif. Je l'ai même trouvé plutôt confus, comme je l'ai dit précédemment. Donc il y a plutôt à la fois une confusion scénaristique par endroits. Et là où je dis simpliste, alors évidemment je savais qu'on allait avoir cristalliser ce débat autour de empathie versus cynisme, mais oui. Il y a quelque chose où, mais je répète, ça tient au jeu, ça tient à l'appui de la musique de temps en temps, ça tient à un scénario qui parfois pousse un peu là-dessus. Je trouve que le message est un peu poussé en avant et en ça me gêne un peu. Après, ça raconte peut-être effectivement autant sur moi que sur le film, certainement. Hein. Moi, je trouve pas. Enfin, toi, t'as été gêné sur le personnage d'Emily Blunt, justement, Renaud avec ton passé, machin. Je trouve que là, sur ce point-là, il en fait pas des caisses. C'est plutôt cette question de foi en l'humanité, quoi. Enfin, t'as quand même la nonne qui dit texto, tu n'as pas perdu ta foi en Dieu, tu as perdu ta foi en l'humanité. Oui. Et moi, la clé du film me semble être plutôt là, mais je trouve pas que enfin, une des clés du film me semble être plutôt là, mais je trouve pas que dans ce cas-ci, il soit sur-sentimental. J'ai pas l'impression, en tout cas. Mais juste... donc, spoilers ahead. Enfin, encore plus de spoilers, en tout cas. Donc, je vais parler de la fin. Donc, à la fin, nous avons ces 30 dernières minutes, cette révélation finale. Et moi, j'ai aimé cette partie-là. Je n'ai pas été spécialement ému. J'ai trouvé ça très osé de faire un truc pareil. Enfin, sur la brèche, en fait. Sur la brèche, entre le ridicule. Je me suis dit, cette scène-là, dans les mains de n'importe quelle personne un peu moins douée, ça aurait été ridicule. Et Spielberg, je sais pas, c'est le rythme,
c'est la manière dont il remplit ses cadres, c'est la justesse enfin, je sais pas, la réaction de la journaliste. Elle est géniale, la journaliste, elle est géniale, cette journaliste. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'il tient le truc, mais alors on est vraiment on the edge sur le fil d'un Arrête avec tes rasoir. anglicismes. Excusez-moi, mais moi je comprends pas très bien. Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est que je suis curieux de savoir exactement où le film émeut aux larmes, parce que moi j'étais loin de l'émotion, mais je me suis dit ça. C'est quand même une scène qui est réussie. Je me suis posé cette question de la télé aussi, mais bon, après, quoi qu'on en dise, pour une très très large part de la population, la télé reste un média central. D'autre part, pour moi, le film me parlait clairement des États-Unis, donc je pensais clairement Fox News versus CBS ou CNN, je sais plus. Ouais, je pense pas que c'est hyper prégnant pour le coup, je vois ça, mais ça n'a pas. Mais donc voilà. En tout cas, j'ai acheté et je me suis dit waouh, ça c'était vraiment difficile de s'en sortir. Donc t'as quand même une émotion qui est l'émotion de la... mais purement narrative en fait. de l'émerveillement de la technique en tout cas. Oui, parce qu'il n'y a pas d'émerveillement, parce que justement ces images-là qu'on voit sont assez crues, comme on l'a dit, elles sont un peu datées dans ce qu'elles représentent en termes d'imaginaire. Donc là toi tu parles des images qui sont vraiment révélées. Par Voilà. contre j'ai été sur certaines images révélées, je me suis dit est-ce que c'était vraiment nécessaire d'évoquer à ce point-là certaines images post-45, etc. Je me suis dit... Ouais, mais... Enfin voilà, je me suis posé la question. Ça m'a pas gêné, mais je me suis posé la question. Moi, je trouve ça super fort. Et en fait, toute la séquence est construite sur du contre-champ, en fait, sur le contre-champ de la journaliste. De la journaliste. Je pense qu'une partie de l'émotion vient de son regard, en fait, de son regard sur les images, plus que les images en elles-mêmes. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans l'émerveillement du regard Spielbergien. Il y a aussi, je pense, le fait que Spielberg rejoue quelque chose de beaucoup plus intime avec cette réunion du père et de la mère, avec le personnage d'Hugo qui est un peu la figure du metteur en scène qui orchestre cette réunion. Je pense qu'en fait, c'est la convergence de toutes ces strates à la fin du film qui m'a ému. Mais maintenant qu'on en parle, moi je crois que ce qui est prégnant là-dedans, c'est l'aspect où c'est... Enfin voilà, on est passé d'une culture qui était vers des masses à une culture beaucoup plus individualisée. Et là, d'un coup, tout le monde se rassemble autour d'une seule chose, qui serait une seule vérité, entre guillemets, ou en tout cas une nouvelle qui n'est pas... qui est quelque part intangible comme ça. Une donnée intangible. Et c'est pour ça que tout l'aspect en fait SF, je pense, est vachement en retrait et peu développé. Et même limite lo-fi, parce que tu te dis, en fait, ce mec qui se trimballe avec 15 clés USB, alors qu'il pourrait avoir un disque dur, mais je pense qu'il y a une volonté un petit peu... Je me suis pas dit ça. Hein Je me suis pas dit ça. Il y a une volonté, je pense, de retourner à quelque chose de presque analogique avec cette idée du petit studio de télé face à la manière dont aujourd'hui en fait consommer l'info. Et je pense que le propos peut se lire aussi du point de vue des plateformes et de la salle de cinéma, où on te donne l'illusion du choix, alors même qu'avec les logiques d'algorithme, c'est loin d'être le cas. Et on sait que si ces nouveaux moyens de communication ont souvent permis d'amplifier la communication autour d'une information, il y a souvent toujours besoin qu'au départ, il y ait quand même un média, un organe de presse qui le légitime. Lorsque, par exemple, Snowden révèle les infos top secrètes autour des programmes de surveillance de masse, il passe, je crois, par le Guardian ou le Washington Post, et c'est encore souvent le cas en fait pour d'autres lanceurs d'alerte. Donc voilà, pour moi, ça reflète peut-être effectivement une forme d'idéalisme, mais c'est à mon sens pas si obsolète que ça. Eh bien, sur cette analyse qui reste très en surface, puisqu'on l'a dit, il faudra sans doute revisiter ce film. Peut-être pas Julien, voilà. Mais bon, bref, anyway. Nous allons maintenant passer à la suite. C'est pas vraiment les conseils, c'est plutôt une espèce de revue de presse, revue d'actualité. Donc on va balancer au Renichi pour changer. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Chères auditrices, chers auditeurs, comme vous le savez, The Mandalorian et Grogu se fait bouffer au box-office par deux petits films d'horreur qui ont coûté à peu près juste le budget chaufferette de Mandalorian et Grogu aux deux films, les deux films, juste le budget chaufferette. Donc, et Manu a eu la chance de voir Backrooms qui cartonne en ce moment. Oui, alors j'ai aussi découvert pour l'occasion le
le travail de ce jeune youtubeur, parce qu'on parle là autant pour Obsession que pour Backroom de deux cinéastes qui ont fait leur gamme sur YouTube, un peu à l'instar des frères Philippou, qui ont notamment réalisé le très beau Bring Her Back. Et donc ce Backroom, c'est en fait l'adaptation d'une série de petites vidéos qu'avait réalisé déjà Ken Parsons sur YouTube, autour d'une sorte d'univers parallèle, un peu labyrinthique. Comme un Ikea vide un peu. Ouais, comme un Ikea vide, mais très ancré dans les années 80, notamment parce que cette série de vidéos avait une esthétique VHS assez marquée, notamment parce que toute une partie de ce décor labyrinthique était modélisée sur Blender, et donc ce filtre VHS permettait de masquer un peu le manque de budget de ces vidéos. Et donc là, dans la transposition sur grand écran, tu sens qu'il a cherché à garder cette esthétique-là, mais pour le coup, ça se justifie beaucoup moins. Il n'y a en fait aucune justification à part esthétique à ce que ça se déroule dans les années 80. Et contrairement à Obsession, on est quand même face à un film qui a un budget plutôt confortable pour un premier film, puisque je crois que c'est un budget de $10 millions. Qui est donc avec Chiwetel Ejiofor et Renate Reinsve. Tout à fait, le pitch est assez minimaliste. C'est l'histoire d'un architecte qui vient de divorcer, qui vit dans un magasin d'ameublement et qui découvre une porte vers une dimension parallèle faite de couloirs sans fin, qui rappelle un peu l'univers du jeu vidéo. Et tant que le film reste dans ce registre d'exploration, il y a une forme d'étrangeté qui fonctionne assez bien. Le souci, à mon sens, arrive plutôt dans la deuxième partie du film, où il cherche à t'expliquer les fondements de cet univers. Et là, tu te retrouves avec une grille de lecture un peu trop évidente, et finalement, dans ces mécanismes assez roublardes, qui va même finir par en tuer toute notion d'étrangeté, au point que je me suis posé la question si une transposition en jeu vidéo plutôt qu'en film n'aurait pas eu plus de sens, tant notamment la partie exploration du film est la plus réussie. Très bien, merci Manu. Et donc moi, j'ai vu l'autre sensation horrifique du moment, Obsession. Le film de Curry Barker, et non pas le film de De Palma, qui date de je ne sais plus quand. Mais voilà. Donc j'ai vu ce fameux Obsession, et alors moi personnellement j'ai trouvé ça pas très bon. Alors donc pour replacer, donc c'est l'histoire d'un gars qui est amoureux d'une fille, et alors il achète un truc. C'est comme dans Big. Vous vous rappelez Big, ce film avec Tom Hanks? C'est un gamin qui dit je veux être plus grand, et le lendemain il se réveille dans le corps de Tom Hanks. Ben c'est un peu le même truc. Donc il achète quelque chose pour faire un vœu, il dit je veux que cette fille m'aime plus que tout au monde. Et donc il fait son vœu, et la fille en gros voilà, devient complètement amoureuse de lui, et ça devient Play Misty for Me, c'est ça? Bah ça devient, c'est l'argument du film d'horreur. Malheureusement, je trouve que cet argument est ultra mal exploité. Je trouve que on s'ennuie extrêmement fort dans ce film, mais parce que ça fait pas peur, parce qu'en fait on s'en fait jamais pour le personnage principal, puisque le personnage principal en fait ne risque rien. Il est interprété par un acteur qui est ultra fade, neurasthénique, qui a tout le temps la même tronche, tout le temps affectée, comme s'il avait le cigare au bord des lèvres pendant tout le film. Et en plus, je veux dire, le rythme, c'est la même chose. Le rythme est neurasthénique dans le film. On s'ennuie. Tout est tout le temps découpé pareil. Il y a cet effet 4/3, les personnages cadrés de face, légèrement en contre-plongée comme ça, pour créer une espèce d'étrangeté qui fonctionne pas très bien et qui est répétée tout le long du film. Et donc, c'est vraiment assez pénible à voir. Enfin, j'ai trouvé... Personnellement, ça jouait aussi sur des effets d'horreur ou de terreur qui sont très éculés, me semble-t-il. Le film respire le cheap, il a vraiment pas coûté 2 balles, mais on le voit, ça se voit. C'est des effets d'accélération ou de plan inversé, où la vitesse est inversée, et donc du coup elle fait des mouvements bizarres. Tout me semble extrêmement éculé. Pas très étonnant là où ça va, et dès que ça devient un petit peu étonnant, c'est directement cassé par le personnage, par le personnage de Nikki, donc cette fille qui est entre guillemets un peu possédée. Voilà, moi j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment un faux événement, et ça n'a vraiment que très très peu d'intérêt. Monsieur Julien Rambaud. Oui. Des conseils? Ou quelque chose à dire? J'ai 2 mini-conseils. Le temps que je vous écoute. 2 mini-conseils. Non. Mais c'est parce que quand on parlait de cet acteur qui s'appelle Josh O'Connor, c'est ça? Oui, celui avec les oreilles décollées, qui joue dans Challengers et dans Disclosure Day. Assez formidable dans
Toi, tu disais la chiméra, moi je disais la chiméra, mais enfin bon. En tout cas, c'est un nom un peu imprononçable de cette réalisatrice. Alice Rohrwacher, il est dans son prochain film. En tout cas, c'est un film que j'ai trouvé vachement intéressant, assez fantasque, assez foutraque, mais assez singulier dans son traitement. Et je me disais, tiens, voilà, c'est vraiment pour moi la révélation de Josh O'Connor dans le film. Dans ce film-là, j'ai trouvé assez formidable. Et le film, Singulier, le assez film curieux. Moi, j'ai assez aimé, tout en ne comprenant pas exactement toujours de quoi il s'agissait. Et mon deuxième mini-conseil, comme on est dans une émission de cinéma, je vais parler livre. C'est non mais parce que j'ai vu une adaptation il y a longtemps. Je crois je sais plus si on l'avait traité. Le diable tout le temps. Donc c'est un bouquin de Donald Ray Pollock. Tu connais Manu, je On l'a pense. traité, c'était quoi? C'était le film avec, En tout cas, il Tom était Holland, sorti sur Netflix. Il était entre autres avec Tom Holland et Pattinson, on l'avait de traité. Antonio Campos, qui réalisait ça en 2020, qui était un film. Je sais pas si je l'ai traité avec vous. Moi, j'avais trouvé ça plaisant sans être incroyable du tout. J'essaie de rester positif, sinon tu vas dire que je suis cynique. Mais par contre, le bouquin est un fucking bouquin. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment un bouquin incroyable sur l'Amérique profonde, sur la noirceur de l'âme humaine, enfin c'est en tout cas ce que le film n'arrivait pas à rendre. Maintenant que j'ai lu a posteriori le livre, je peux vous dire que vraiment il y avait un matériau de dingue. Donc plutôt préféré pour une fois de lire Donald Ray Pollock, Le diable tout le temps, de Devil All the Time. Merci, tu donnes envie. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission, chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Nous n'avons pas parlé de El Ser Querido, le film de Rodrigo Sorogoyen, dont je ne sais jamais quel est le titre qu'il faut citer. The Beloved, l'être aimé. Mais donc, nous avons quand même une excellente interview de Rodrigo Sorogoyen sur la chaîne YouTube de Transmission. Donc, allez la voir. Et puis allez voir le film parce qu'il est quand même vachement bien. On n'a pas débattu du film aujourd'hui, sur lequel j'ai quelques réserves, mais vous savez bien, chères auditrices, chers auditeurs, que c'est mon rôle. J'ai toujours quelques réserves. Merci bien Manu, merci bien Julien, et à très bientôt.